Donc, je vais vous parler du Madeleine Project de Clara Baudou. Clara Baudou, elle est journaliste à Radio France et elle est réalisatrice de plusieurs web documentaires, dont un qui s'appelle, mon veau s'appelle Hashtag, ce qui me fait beaucoup rire. Elle vit à Paris et trouve dans la cave de son nouvel appartement les affaires de Madeleine, qui était l'ancienne locataire des lieux. Donc, pendant une semaine, en novembre 2015, sur Twitter, elle va mener l'enquête avec tendresse et pudeur et mettra à jour la vie de la presque centenaire, quelques mots, des images. Le portrait de Madeleine, en même temps que d'une époque révolue, se dessine. Qualifié tour à tour de feuilleton 2.0 ou de tweet documentaire, le Madeleine Project, dans sa version éditée, est également identifié, on l'a vu ce matin, comme un reportage de Clara Baudou et sous-titré sur sa page de titre « Feuilleton/non-fiction ». Il s'agit donc d'un récit hybride aux frontières du journalisme et de la littérature. En tant que tel, il s'inscrit pleinement dans cette vogue du journalisme narratif ou plus largement dans cette affection marquée du XXIe siècle pour le document. Le Madeleine Project possède bien des caractéristiques attribuées au journalisme littéraire, telles que le décrit Norman Sims. Immersion du reporter, accès et relation au sujet, attention marquée aux vies ordinaires, précision factuelle et en même temps importance de la voix, du style, construction complexe du texte et ultimement attention portée à la valeur symbolique de l'histoire. Autant d'éléments qui composent le Madeleine Project, un récit de vie édifié tweet après tweet, une boîte ou lettre ouverte après l'autre. Le lecteur peut découvrir la personnalité et l'époque de ce personnage inédit qu'est Madeleine de deux manières. Donc, soit au fil de la publication des tweets pendant chacune des 4 saisons orchestrées avec de plus en plus d'acuité par Clara Baudou. Et ces 4 saisons constituent, nous allons le voir, autant de performances d'écriture narrative transmédia. Donc la deuxième possibilité, c'est de découvrir le Madeleine Project hors de ces temps de performance via plusieurs médias agrégateurs, principalement le site web du projet, Storyfy aussi, et un livre que vous avez pu consulter ce matin, paru aux éditions du Sous-Sol en 2016. Il se trouve qu'il y en a un autre à paraître en anglais à la fin de l'année. Les objets et papiers que Madeleine aura archivés dans des dizaines de boîtes méticuleusement étiquetées sont les points de départ de l'entreprise narrative de Baudou. En cela, le contenu de la cave s'accorde avec ce que dit Herman Paré des archives, qui pour lui, je le cite, « livre le non-dit, elles forcent une brèche dans le tissu des jours quotidiens et sont tendues vers l'inattendu. Est-ce un sentiment naïf que par le décodage de l'archive, on déchire un voile, on traverse l'opacité d'un savoir et on accède à l'essentiel des êtres et des choses ?» Donc l'archivage comme une mise à nu, avec tout le questionnement éthique qu'il aura posé à Baudou, nous permettra d'interroger la mémoire, mais surtout la trace, qui se fait ici poétique. Dans Temps et Récit 3, Paul Ricoeur, évoquant cette symbolique de l'absent que figurent nos ancêtres et nos descendants, voit dans la trace un mixte et même un connecteur entre le temps physique et le temps vécu que la phénoménologie... Enfin, j'y arrive jamais. La phénoménologie heideggerienne avait dissocié. Marque laissée par quelque chose, par quelqu'un, indice perceptible d'une présence passée, émanation du référent, la trace possède de ce ça a été souligné par Roland Barthes dans La Chambre claire. La trace est ce que présuppose tout document et donc toute archive. Elle est dans le cadre du Madeleine Project, tracée, parcours qui déclenche l'anamnèse de Madeleine et donc, les deux étant intrinsèquement liés, ce qui provoque le récit. Cette articulation entre mémoire et récit dans le Madeleine Project est bivalente. Il y a d'abord la mémoire de Madeleine que reconstruit Baudou à travers la mise en récit de la découverte de ses archives sur les réseaux sociaux, mais aussi la mémoire même de la performance qu'est le Madeleine Project. Et donc cette dualité permet d'interroger la trace à la fois dans sa dimension physique et numérique, toutes deux faisant l'objet d'une mise en récit en tant que représentation d'un événement et d'une remédiatisation. Et là, j'utilise Polter et Gressier. Car en effet, comme les note Sybille Kramer, les traces n'apparaissent que dans la mesure où une forme existante est effacée, puis reconfigurée sous l'effet d'une réécriture. La sémantique de la trace ne se déploie qu'au sein d'une logique de la narration, dans laquelle la trace se dote de son propre lieu narré. Les traces représentent en somme le lieu où les choses muettes se mettent à parler grâce à notre intuition. Baudou, reporter, s'intéresse aux événements d'une vie passée, mais elle le fait sous la forme d'une performance d'écriture qui se déploie principalement sur la plateforme de microblogging qu'est Twitter, donc à coup de 140 caractères à la fois, de photographies, d'hyperliens vers des chansons ou des vidéos, créant dans un même mouvement un happening, un événement journalistico-littéraire sous forme de feuilleton transmédia. Le Madeleine Project sur Twitter fait selon moi performance,
Et sans aborder les problèmes de définition inhérents à la variété de pratiques que recoupe la performance ou la pluralité de disciplines qui se sont appropriées le terme, je propose de désigner ici par performance tout événement artistique produisant des gestes, des actes, ayant lieu le plus souvent en public et dont le déroulement temporel constitue l'œuvre même. La performance peut être plus ou moins improvisée, mais chaque occurrence reste unique. La présence du performeur, qui peut être physique ou médiatisé, y est généralement centrale. Et donc, renvoyant aux essais fondateurs de Rosalie Goldberg, Cynthia Carr ou Arnaud Labelle-Rojoux, je passerai outre l'équivocité essentielle du terme de performance pour me concentrer sur la manière dont Baudoux la pratique en acte, ou plutôt, plus précisément, en tweet. Même si Baudoux déclare à plusieurs reprises dans les journaux que rien n'était prémédité et que sa démarche, qualifiée de orcase, de libératrice, était à l'origine tout à fait indépendante de son travail de journaliste, pas plus qu'elle ne s'inscrivait d'ailleurs dans une démarche littéraire, il n'empêche que le Madeleine Project, dans ses prémices, est désir de récit. Le tweet inaugural sur le compte de Clara Baudoux le démontre avec force. Il s'agit de raconter une histoire. Et cette histoire s'élabore comme un work in progress pour le lecteur comme pour Baudoux. C'est dans le courant de la première semaine de publication des tweets que s'élabore le projet éditorial de Baudoux. Dans la matinée du premier jour, précisément à 11h30, le hashtag Madeleine Project apparaît pour devenir quasi systématique à partir de 11h52. Puis, au dernier jour, l'autrice semble s'apercevoir que le travail d'investigation doit se poursuivre et promet une seconde salve de tweets. Elle se met alors à parler de saison 1, sur le modèle des populaires séries télévisées, pour décrire cette série de publications consacrées aux archives personnelles de Madeleine. Pour la seconde saison, qui débute en février 2016, Baudoux sortira de la cave pour partir à la rencontre de ceux qui ont connu Madeleine, son filleul d'abord, un couple d'anciens voisins, un commerçant, puis pour la troisième saison, elle sera consacrée à la vie professionnelle de Madeleine, à la visite de Baudoux à Bourges, ville natale de Madeleine, ainsi qu'à approfondir les informations sur Loulou, que je garde le suspense sur Loulou. La quatrième saison, quant à elle, s'emploiera à décrire la vie d'institutrice de Madeleine et à essayer de retrouver quelques-uns de ses anciens élèves. Donc pendant chacune de ces saisons, Baudoux publie parfois plus d'une vingtaine de tweets par jour. La saison 1 compte 265 tweets. Elle les envoie d'affilée, en général autour de midi, on peut se demander si elle ne fait pas ça pendant sa pause déjeuner, à quelques secondes d'intervalle les uns des autres. Mais je pense qu'elle le fait, j'essaie de la contacter en ce moment. En tant que performance, les saisons ont une durée limitée dans le temps, et parce qu'elles se déploient sur les réseaux, elles sont publiques, permettant d'intégrer les réactions et commentaires des internautes, de jauger leur intérêt, et donc de s'y adapter. La nécessité du hashtag pour favoriser une lecture des messages du Madeleine Project, qui autrement serait noyé dans le flux des utilisateurs, témoigne de ce souci de partage et de cet apprentissage de la gestion de l'outil par Baudoux. Ce hashtag a l'avantage de pouvoir également être utilisé par les lecteurs du Madeleine Project, qui n'hésitent pas à aimer, retweeter et répondre à ces publications. Donc, au-delà du buzz qu'il aura produit, l'aspect communautaire du projet, son édification collective, est fondamentale dans la mesure où elle construit l'universalité et la poéticité même du récit de Madeleine, entre documentaire, témoignage et fiction. Les saisons 3 et 4, avec l'intervention des élèves de CM2 de l'école Jean Massé d'Aubervilliers, où Madeleine était institutrice, pour retrouver donc certains de ses anciens élèves, l'exemplifie très bien. Le Madeleine Project est bâti comme une enquête collective. Et les internautes vont venir très souvent à l'aide pour identifier les objets incongrus découverts dans la cave, celui-ci compris. Vous savez ce que c'est ? Non. C'est un ancien retardateur de photos. Donc elle envoie des photos aussi des lieux qui sont évoqués par Madeleine dans ses lettres. Enfin, le public va envoyer des lieux évoqués par Madeleine dans ses lettres, ou va demander et réaliser les recettes proposées par Madeleine, dont celle de la crème au chocolat que je peux vous donner par la suite. Pour ceux qui n'auraient pu suivre les tweets en synchronie avec leur publication, des traces de la performance sont proposées sous deux formes principales d'agrégation. Je vous le disais, Storyfy sur le web et un livre. Je vais laisser tomber le site web parce qu'il finalement ne fait que rassembler les liens Storyfy vers chaque saison. Voilà.
Storyfy donc est une application qui permet, comme son nom le laisse entendre, de raconter une histoire. Il rassemble dans une timeline multimédia les publications issues d'un réseau social ou de toute autre source, tout en rétablissant leur ordre chronologique. Pour rappel, le flux usuel de Twitter est antéchronologique, on le disait ce matin. La narration peut de ce fait inclure des hyperliens vers des pages web, des images puisées sur Instagram ou Flickr, des vidéos de YouTube, ainsi que aussi des contenus d'autres réseaux. Storyfy est donc un outil de curation des contenus web et un outil de storytelling. Le livre, publié aux éditions du Sous-Sol en mai 2016, peut lui aussi être considéré comme une version imprimée homothétique du Storyfy des saisons 1 et 2 du Madeleine Project. Donc, dans un processus finalement de remédiatisation à rebours de la numérisation, l'impression du web. Le livre est d'ailleurs présenté au verso de la page de grand titre dans son achevé d'imprimer comme une adaptation du hashtag Madeleine Project. Le livre propose 2 à 4 tweets par page et reproduit les images tweetées, le cas échéant. Là, je vous ai mis des copies des pages. Les tweets sont regroupés dans le livre non en chapitres mais par jour de la performance, donc la temporalité est ainsi mise en valeur. Ils sont reproduits en contexte comme si une capture d'écran avait été effectuée et ils sont entourés du blanc de la page. Je dis comme si, car dans les faits, ces captures sont retravaillées pour faire apparaître le logo de Twitter, qui détient par ailleurs les droits des publications, d'où le copyright dans le colophon, et pour faire disparaître les avatars des internautes qui ont partagé les messages. Ne reste ainsi que l'avatar de Clara, l'heure et la date précise de la publication, ainsi que le compteur de j'aime et retweet au moment de la publication. Le livre donc construit un effet Twitter qui ne se joue pourtant qu'en surface. Les liens, les vidéos, les morceaux SoundCloud n'y subsistent qu'en tant que pure figure du passé numérique du récit, puisqu'en soi, ils sont plus cliquables. Ils ne sont qu'une trace, la manifestation de l'absence du média numérique originel. Ainsi, par exemple, page 42 du livre, on trouve un lien et une vidéo vers la chanson intitulée « Garde ton cœur, Madeleine », citée dans un des carnets où la vieille dame elle adorait recopier les paroles des chansons. Donc ces effets sont une manière pour Baudou et l'éditeur de, et là je les cite, garder la spécificité du média, de ses tweets, de ce reportage photo où le texte avance en légende, plutôt que d'obliger le nouveau format à s'adapter à l'ancien, absurde décalage et anachronisme dénaturant le projet initial. On pourrait se demander qu'est-ce qui dénature le projet, plus le projet initial, que cette remédiatisation. Ces effets soulignent le statut de remédiatisation du Madeleine Project et donc son travail d'archéologie narrativo-médiatique. L'archéologie s'étant elle-même définie comme un paradigme de l'indice à l'œuvre, et là je cite Christophe Kummel. Il s'agit en effet pour le livre de faire trace du récit élaboré sur Storyfy, qui lui-même reconstituait le récit effectué sur Twitter, qui lui-même composait le portrait de Madeleine tiré de ses archives. Donc toute lecture du Madeleine Project impose ce va-et-vient médiatique, et c'est en cela que l'œuvre est transmédia. Elle construit donc sa poétique de la trace sur un travail de décontextualisation, recontextualisation à plusieurs niveaux, à la fois thématique, narratif et médiatique. Et comme le note Bruno Bachimon, que je vais me permettre de citer un peu longuement, il est bien clair que la décontextualisation d'un contenu est inhérente à l'acte même de son inscription. À l'immanence de la communication, ici et maintenant, dans son contexte natif, l'inscription donnant naissance à un contenu fixé sur support est d'emblée la décontextualisation de son contenu vis-à-vis de l'interaction ou de l'événement initial dont il est l'empreinte, l'enregistrement, la consignation, l'inscription. Les minutes d'un procès ne sont pas ce dernier. Un texte relatant un discours ne permet pas de le revivre tel qu'il a été prononcé, etc. Cette incapacité n'est pas un défaut, mais la qualité recherchée, car par cette décontextualisation, on permet une recontextualisation future dans un contexte de lecture ou de consultation à venir, différent du contexte de production. Les inscriptions sont de manière générale conçues pour cela, pour permettre de remobiliser une trace à nouveau, et donc à nouveau fraîche, interprétative bien sûr. Et donc c'est tout l'enjeu du Madeleine Project, rafraîchir la trace de Madeleine et des différentes étapes médiatiques du travail de Baudou dans un élan continu, constant, contre l'oubli. L'autrice d'ailleurs ne s'y trompe pas,
qui explique les raisons d'être de son livre, les mêle à l'impératif de la mise en récit. Je la cite. « S'agissait-il de se lancer dans une bataille contre l'oubli ? Pourquoi désormais imprimer tous ces tweets couchés sur papier l'immatériel ? Pour garder la mémoire de ta mémoire, Madeleine ? Pour garder une trace ? Mais que restera-t-il de nous deux ?» Madeleine n'aurait alors pu s'appeler autrement, elle qui est l'objet sinon d'une véritable réminiscence, puisque Baudou ne peut en posséder de souvenirs, n'oublions pas, du moins d'un travail de mémoire à partir duquel se déploie toute l'ampleur du récit. En cela, le Madeleine Project est tout à fait proustien. Et si le rapprochement est facile, il n'en reste pas moins juste quand, je cite, « D'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. » Chacun de ces gestes effectués dans la cave par Clara, de ces valises ouvertes, de ces photos postées, de ces tweets, sont aussi triviaux que transcendants en ce qu'ils font apparaître toute une personnalité, une époque, de la même manière que Combray est sorti, ville et jardin, de la tasse de thé du narrateur de la recherche. Récits journalistiques, historiques ou de fiction, tous reposent sur une même logique de configuration du temps grâce à l'acte de narration. Le travail de Baudou renoue avec cette dimension quasi anthropologique du récit, désignée comme une catégorie de la saisie humaine du monde. Ceci ne l'empêche cependant pas d'obéir également aux définitions qu'en ont proposées la linguistique textuelle ou la narratologie. Tous les critères strictement structurels s'y retrouvent. Clôture, organisation avec début, milieu et fin, unité d'action et d'intention, principe de causalité et de nécessité narrative, conclusion congruente, etc. Le Madeleine Project est ainsi élaboré comme une véritable enquête dont l'intrigue est faite de rebondissements et de découvertes dramatiques. Le récit a été par ailleurs préalablement organisé par Baudou, qui a trié attentivement ce qu'elle souhaitait ou non divulguer et travaille à ménager la progression du récit. Et si, comme beaucoup des œuvres de Sophie Kell du début des années 80, que Baudou cite d'ailleurs très très souvent en entretien, le Madeleine Project s'inscrit dans une poétique de la trace, Baudou se veut bien plus pudique que l'artiste. Elle préserve l'anonymat de Madeleine et de son entourage et sélectionne, pour ne pas dire censure, beaucoup des trouvailles afin de préserver leur intimité. Dans le cadre de cette attention à la mise en récit, elle travaille dans la première saison à préciser d'abord l'identité de Madeleine. Finalement, elle pose le personnage, ce à quoi elle ressemble, après quoi finalement Baudou va donner des informations sur sa famille, ses parents, donc filiation. La saison 1 va culminer avec la découverte d'une valise dans laquelle se trouvent tous les documents en rapport avec Loulou, qui est en fait le fiancé de Madeleine. Donc elle va nous montrer des lettres, des photographies, dont on découvre au fil des tweets. On découvre au fil des tweets que Loulou était le fiancé de Madeleine et que ce dernier est mort pendant la guerre. Il avait 31 ans. 31 ans, pardon. L'histoire de Loulou et Madeleine, à l'instar de l'ensemble du Madeleine Project, sont, comme le relève la préface du livre, la preuve mouvante de l'inventivité du réel et du romanesque inhérent à toute vie, y compris la plus anonyme. Et cette relation romantique avec Loulou, dans sa dimension dramatique, ménage par ailleurs la tension narrative, non seulement au sein de l'intrigue de la saison 1, mais également entre les saisons 1 et 2. Et cette tension narrative établit résolument la succession de ces tweets comme une intrigue. La saison 1 va se clore sur la dernière lettre de Madeleine à Loulou, qui finalement n'est jamais arrivée à destination. La lettre est datée du 6 juin 1940 et Madeleine y évoque leur première fois que Baudou va passer sous silence. Par pudeur certes, mais aussi pour ménager suffisamment d'interstices dans lesquels l'imagination du lecteur peut s'engouffrer, où le processus d'identification se déployer. La stratégie Clara Baudou est très efficace, et les commentaires vont le prouver, puisque tel internaute va témoigner que sa propre grand-mère s'appelait Madeleine, que sa propre grand-mère a perdu un fiancé à la guerre, par exemple, ou tel autre qu'il avait une voisine qui ressemblait beaucoup à Madeleine. Finalement, dans Madeleine Project, l'amour, la mort, la guerre, victime et héros,
Tous les ingrédients d'une scénarisation mythologisante sont rassemblés, qui permettent à l'histoire de toucher à l'universel, en même temps qu'elle renvoie chaque lecteur à ses propres caves et greniers. Donc voilà qui nous ramène à l'importance du mythos, ou mise en intrigue, qui depuis Aristote est mimésis d'une action, non pas simple imitation, mais représentation, agencement de faits en système, imitation active, créatrice d'actions humaines, et par là d'expériences personnelles indissociables de la temporalité. Loulou meurt à 31 ans, je vous le disais. C'est exactement l'âge de Baudoux au moment de cette découverte. C'est elle qui le dit. Ainsi, en même temps que le portrait de Madeleine se dessine, c'est la présence de la narratrice qui s'affirme. Le Madeleine Project double alors l'écriture biographique d'une autobiographie en filigrane, démontrant encore une fois de manière très proustienne le rôle de la narration dans la quête et la constitution de l'identité. Clara Baudoux, de plus en plus impliquée au fil des tweets, se prend à révéler des informations la concernant, souvent entre parenthèses d'ailleurs, dans une sorte d'aparté. Comme Madeleine, elle aime aller à la patinoire. Elle aime sans doute manger des frites chez Eugène aussi, et elle affectionne les petits carnets de notes. Cette proximité, pour ne pas dire intimité, entre les deux femmes se construit aussi dans le dialogue que Baudoux engage avec Madeleine. À partir du second jour de la première saison, vont apparaître des tweets rédigés à la deuxième personne du singulier, en même temps que la première personne du singulier se fait de plus en plus présente. Baudoux le déclare, grâce au Madeleine Project, je me suis mise à dire je. Elle se glisse donc littéralement dans la vie de Madeleine, qui semble lui aller comme un gant. Le travail d'écriture de Baudoux renoue ainsi avec Mnémosyne. Mnémosyne est mémoire, la déesse mère des 9 muses, qui préside à la haute poésie. Poésie et mémoire sont si étroitement liés que, pour Homère, versifier, c'est se souvenir. La mémoire est placée au commencement. Elle est la matrice où s'inventent tous les arts humains, où naissent toutes les fabriques de l'homme, y compris la fabrication des idées. Mémoire et invention sont assimilées dans ce qui serait appelé aujourd'hui la créativité. Chez Aristote, la remémoration est investigatio, véritable travail de pistage, d'actualisation des marques de la mémoire, impliquant nécessairement une interprétation qui, dans son sillage, entraîne toute la rhétorique de l'invention et mobilise la faculté créatrice de l'imagination. Ainsi, le récit proposé par Baudoux repose sur un exercice de mémoire, de lecture d'archives, d'enquête et de mise en récit, mise en média, donc un véritable travail de création. Madeleine y devient personnage qui, de par ses contours anonymés, comme de par le récit mythologisant de Baudoux, a tout du témoin, ici historique, qu'affectionne le journalisme narratif. Elle est à la fois ancrée dans le réel et marqueur pour l'imaginaire. Alain Lallemand résume le journalisme narratif par ces quelques mots: action, proximité, implication et pourtant distance critique, fiabilité, voix et structure signifiante. L'allemand entend par implication l'importance pour le journaliste de ne pas être seulement sur le terrain, mais de prendre part à l'action, véritablement de la vivre, ce que fait pleinement Baudoux ici, notamment à travers la performativité de son récit. L'allemand désigne également par structure signifiante l'idée que le récit permet de dégager une leçon de vie, je le cite, il doit posséder une dimension sociale, entrer en résonance avec la société, et là je vous renverrai à ce sujet à l'ouvrage de Mark Litt, du récit au récit médiatique. Le Madeleine Project, le journalisme narratif, du moins tel que le définit l'allemand, m'apparaissent alors éminemment ricoeuriennes, en ce sens qu'ils articulent, à l'image de ce que propose le philosophe dans Temps et Récit, l'expérience viscérale, tragique de notre temporalité, et l'activité narrative dont l'enjeu est fondamentalement herméneutique. Le temps n'est saisissable que par les récits, les histoires et les mythes que nous racontons. Je cite Ricoeur, « Le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative. En retour, le récit est significatif dans la mesure où il dessine les traits de l'expérience temporelle. Nous lisons ou racontons des histoires, fictives ou non, comme celle de Madeleine, parce qu'elles donnent un sens à l'intrigue de nos vies. C'est que notre vie est une histoire qui non seulement a besoin, mais qui mérite d'être racontée, déclare Ricoeur dans Temps et Récit 3. Et celle de Madeleine, qui n'a d'ailleurs ni sépulture ni enfant pour garder sa mémoire, méritait d'être racontée. Et Ricoeur le dit, écriture fait sépulture. Baudoux s'impose alors en rempart contre l'oubli d'effacement, et ce d'ailleurs, quoi qu'en disent ses détracteurs sur le net qui ont trouvé que la vie privée de Madeleine avait été bafouée. À l'opposé de cette ligne brisée,
Quel oubli d'effacement? Peut se trouver une mémoire heureuse, ce bonheur qui nous vient quand une bribe du passé se trouve arrachée à l'oubli. Voilà très exactement ce sur quoi repose le Madeleine Project. L'histoire de cette institutrice éclaire notre compréhension de nous-mêmes, de notre identité. Elle donne corps à ce que Ricoeur nomme notre identité narrative. Répondre à la question « qui ?» c'est raconter l'histoire d'une vie, écrit-il. Et c'est ce qu'aura réalisé Baudoux, un tweet après l'autre.